Au nom de Dieu, aujourd'hui on arrive au document 8, le dernier document de notre chapitre 7 en immunologie. Le titre, c'est Application diagnostique des propriétés des anticorps. Objectif, 0 introduction. 1. Reconnaître et discuter la technique du test sérologique, l'immunomarquage et l'immunofluorescence. C'est alors d'appliquer les propriétés des anticorps pour diagnostiquer des maladies. Application, diagnostic des propriétés des anticorps. Vous savez, certaines propriétés des anticorps peuvent être utilisées pour diagnostiquer des maladies. Monsieur, quelle propriété? On sait que très bien que les anticorps se fixent par leur site antigénique sur les épitopes de l'antigène. Point. C'est ce qu'on sait, c'est-à-dire se fixent d'une manière spécifique. Reconnaissent les épitopes, tu peux dire. Bon, il est très difficile en réalité de diagnostiquer une maladie. Surtout, n'est-ce pas, chez les bébés. Yani, toujours, si une personne est malade, le médecin va poser une question, n'est-ce pas? Cette question, c'est où se trouve le mal et comment est la nature du mal que tu sens pour le patient, c'est-à-dire. Alors, si le patient sait répondre, il va dire, par exemple, pour le médecin, j'ai mal au ventre, dans l'estomac. Donc le médecin va lui demander quelle est la nature de ce mal. C'est une piqûre, une brûlure, etc. Et tout ça va aider le médecin à diagnostiquer la maladie afin de quoi? De donner un traitement convenable. Alors le problème sera chez les pédiatres, chez les bébés. Le bébé, tout simplement, va quoi? Il va pleurer. Il pleure tout simplement. Il ne va pas parler, il ne sait pas parler. Il ne s'exprime pas. Pour cela, de diagnostiquer une maladie dans ce cas est très intéressant et très important et essentiel. Et encore, est difficile. Bon, regardez ce beau bébé. Ce beau bébé, alors, il est malade. Et on va chercher en réalité à diagnostiquer la maladie de laquelle il souffre. Alors, ce bébé est malade. On vise à diagnostiquer la maladie de laquelle il souffre. Pour cela, 3 méthodes seront possibles. La première méthode, on va l'appeler la méthode sérologique. Ça vient de quoi, les élèves? Sérum, très bien. Bravo. La deuxième méthode, on l'appelle immunomarquage ou bien ELISA. Enzyme Linked Immunosorbent Assay, immunomarquage maintenant. Et la troisième méthode, alors j'ai dit, je reprends, je veux que vous imaginez qu'on a un bébé qui est malade et on veut diagnostiquer la maladie de laquelle, n'est-ce pas, il souffre. Pour cela, j'ai dit que on va utiliser 3 méthodes différentes. La première, la méthode sérologique, la deuxième, immunomarquage ou ELISA, et la troisième, c'est l'immunofluorescence. Bon, on commence maintenant avec la méthode sérologique. En quoi consiste cette méthode? Toujours lorsque je dis méthode sérologique, c'est-à-dire utiliser le sérum du patient. Bon, alors, on va utiliser le sérum pour quoi faire, monsieur? Pour faire un test d'agglutination.
Doucement, doucement. Je ne veux pas, n'est-ce pas, partir rapidement. Alors, la méthode sérologique, c'est une méthode durant laquelle on utilise le sérum du patient pour diagnostiquer la maladie de laquelle il souffre. On utilise alors le sérum pour faire un test d'agglutination. Cela consiste à quoi? Supposez que j'ai un patient. Normalement, parfois le médecin, dans le cas d'un patient, il lui donne un traitement, il lui dit que après une semaine, tu reviens chez moi. Il y a certaines maladies qui ont des symptômes semblables, qui sont proches. Beaucoup de maladies ont des symptômes qui sont proches. Une fièvre élevée, de la fatigue, par exemple, etc. Perte de l'appétit, etc. Si, par exemple, une personne est malade et le médecin n'est pas sûr et certain si c'était la maladie A1 ou bien la maladie A2. Parfois, le médecin donne un traitement pour la maladie A1 et demande au patient de partir et de revenir après une semaine. Après une semaine, si le patient dit que je me suis guéri, je sens bien, alors ça va pour lui. Sinon, le médecin lui demande de changer le médicament. Le médecin, dans ce cas, va donner un médicament pour la maladie A2 et non pas pour la maladie A1. Va changer le médicament. Il dit alors c'était pas la maladie A1 de laquelle il souffre ce patient, c'est la maladie A2. En réalité, au lieu de faire tout cela, on va faire un test d'agglutination. On demande au patient de faire un test d'agglutination. Au laboratoire, que se passe-t-il? On va prendre le sérum du patient et on va amener 2 tubes à essai. Dans le premier tube, on va mettre l'antigène A1 et dans le deuxième tube, on va mettre l'antigène A2. En supposant que A1 et A2, ce sont les deux bactéries, n'est-ce pas, qui causent la maladie qu'on soupçonne que le patient souffre, n'est-ce pas, de cette maladie. Alors, dans le tube, par exemple, je viens de dire un exemple. Supposez que le médecin dit peut-être ce patient est atteint de la typhoïde ou bien de la choléra. Donc, dans le premier tube, on met l'agent de la typhoïde, la bactérie qui est responsable de cette maladie, et dans le deuxième tube, on met la bactérie responsable de la choléra. Antigène A1 et antigène A2. Alors, 2 tubes, chacun contient un antigène différent. Puis quoi? On met un peu de sérum. Taban, on a enlevé du sang, n'est-ce pas, du patient, puis on sépare le sérum. On met un peu du sérum du patient dans le tube contenant l'antigène A1 et dans le tube contenant l'antigène A2. Ok, très bien. Et pourquoi? Que sera le résultat, n'est-ce pas, qu'on va obtenir? En réalité, le sérum du patient contiendra ou bien des anticorps antigène A1 ou bien des anticorps anti-antigène A2, ça dépend de la maladie de laquelle ce patient souffre. Si le patient souffre de la maladie A1, alors dans son sérum, il y aura des anticorps anti-antigène A1. Si c'était pour l'antigène A2, il y aura dans le sérum du patient des anticorps anti-antigène A2. Bon, lorsqu'on met le sérum dans le tube, qu'est-ce qu'ils vont faire les anticorps? Vont se fixer sur les épitopes spécifiques, causant alors l'agglutination de l'antigène ou bien de la bactérie. Donc, si on voit une agglutination dans le tube, regardez les agglomérats, regardez les granules qui se trouvent là. Tandis que dans le tube A2, c'est homogène encore. C'est-à-dire dans A1, il y a une agglutination. Il y a la formation des complexes immuns. Qui peut me dire que veut dire complexe immun? Très bien, Nour. Bravo. Complexe immun, c'est le complexe formé
de l'antigène avec l'anticorps. C'est-à-dire, là, il y a la formation des complexes humains. Alors, le sérum du patient contient des anticorps antigènes A1 et le patient souffre de la maladie A1. Alors, quelques mots là. Regardez, alors, c'est le sérum. On ajoute, alors, 2 tubes plus sérum du patient. On ajoute le sérum du patient là. Et dans le deuxième tube, et quoi alors? Que sera le résultat? L'agglutination dans un tube indique la présence des complexes humains, ce qui prouve la présence des anticorps antigènes dans le sérum du patient, et par suite ce patient est infecté par cet antigène. C'est-à-dire, s'il y a là agglutination, alors il y a dans le sérum du patient des anticorps antigènes A1 et le patient souffre de l'antigène A1, de la maladie causée par l'antigène A1. Oui, j'attends les questions. Alors, regardez, l'agglutination dans un tube. Regardez, dans le premier tube, là, il y a agglutination, indique la présence des complexes humains. Les antigènes, les anticorps fixés sur les antigènes, les épitopes de l'antigène. Ce qui prouve la présence des anticorps anti-antigènes ou dans le sérum du patient, on a pris du sérum du patient. Et par suite, alors ce patient est infecté de cet antigène, ce patient est en train de lutter contre cet antigène par les anticorps que son système immunitaire va fabriquer. Taïb. Supposez maintenant qu'un patient vient chez le médecin et le médecin alors n'est pas face à 2 possibilités seulement. Il est face à 6 possibilités. Peut-être que ce patient souffre de la bilharziose, ou bien la syphilis, ou bien la choléra, ou bien typhoïde, etc., etc. Alors, s'il y a plus que 2 possibilités, dans ce cas, on ne peut pas réaliser le test d'agglutination. Les assises, premièrement, je ne suis pas anesthèse, je suis anesthèse. Deuxièmement, regardez, Ahbé, s'il y a plusieurs possibilités, cela veut dire pour faire le test d'agglutination, je dois prendre une bonne quantité du sang du patient. C'est-à-dire, je dois prendre un bon volume, un grand volume de sérum, et c'est-à-dire, j'affaiblis le système immunitaire du patient. Parce que lorsque je prends du sang ou bien du sérum, c'est-à-dire, je prends des anticorps qui sont en train de lutter contre la maladie. Donc, s'il y a plusieurs possibilités, le test d'agglutination est inutile. Pour cela, la méthode sérologique qu'on va utiliser n'est pas pour faire un test d'agglutination, mais pour faire ce qu'on appelle l'immunodiffusion sur gel. Alors, avant de dire tout cela, cette remarque, n'est-ce pas, j'ai bien mis sur l'écran, mais ce test sera inefficace si plusieurs possibilités d'antigènes sont présentes. Pourquoi, monsieur? On ne peut pas prendre 1 litre, je m'exagère là, hein? Je m'exagère. On ne peut pas prendre une grande quantité, un grand volume de sérum d'un patient pour faire le test d'agglutination dans ce cas. Donc, le test sérologique peut être pour faire le test d'agglutination, sinon, on fait l'immunodiffusion sur gel. Alors, quand est-ce que j'utilise l'immunodiffusion sur gel? Lorsqu'il y a plusieurs possibilités, plus que 2, 3 possibilités. Regardez, immunodiffusion sur gel. Oui, Donia Afandi. Tu peux me dire, que veut dire immunodiffusion sur gel? D'où vient cette expression? Immuno, ça vient d'où? Très bien, Hobby. Immunoglobuline. Bravo. Et diffusion, que veut dire diffusion? Oui, c'est ça. C'est ça. Bravo. C'est, n'est-ce pas, le mouvement ou bien le mouvement des particules, des molécules d'une région à une autre. Ça va.
et surgèle sur la gélose. La gélose, on ne met pas de l'eau, on ne met pas une chose très liquide, ni une substance très solide. Un gélose, n'est-ce pas, parce que c'est semi-solide, ou bien semi-liquide comme tu veux. Merci. Alors, lorsque plusieurs possibilités sont présentes, on a recours à l'immunodiffusion sur gel. Dans ce cas, on va amener une boîte de pétri comme ça, qui contient une couche couverte d'une couche de gélose. À fraise, مثلا. وشوية كريم عليهم تمام بيطلعوا. Bon, je m'amuse. Bon, une couche de gélose, et on va mettre tout autour, n'est-ce pas, les antigènes, n'est-ce pas, soupçonnés. Alors, on mettra l'antigène A1, AG1, AG2, AG3, 4, 5 et 6. Ça dépend des antigènes. C'est-à-dire, je mets là la bactérie de la typhoïde, la bactérie de la choléra, etc., etc., etc. Dans ce cas, moi, je suppose qu'il s'agit de 10 antigènes. Et quoi encore, monsieur? Au milieu de tout cela, de cette préparation, on va mettre quelques millilitres, quelques gouttes, n'est-ce pas, de sérum de patient. Tout ça sera mis dans une couveuse, مش couveuse, لو سمحتوا, مش بنحطها بالكوفاز, dans une couveuse, n'est-ce pas, à 48 heures, à 40 degrés centigrades et pour 2-3 jours, presque 48 heures. Bon. Que va-t-il passer maintenant? Oui. Qui peut alors me dire ce qui va passer? Oui, Hadi Afandi, tfadal. Oui, très bien. Quoi encore? Bravo. Doucement, doucement. Reprends, s'il vous plaît. Oui, alors, les anticorps seront attirés, bravo, sur quoi? Vers les épitopes des antigènes spécifiques. Très bien. Oui, les anticorps seront attirés vers les épitopes des antigènes qui leur sont spécifiques et vont se déplacer. Bravo, Ahsan. Très bien. Très bien, Harry. Donc, je viens de traduire, je viens de faciliter les choses pour vous, les élèves. Regardez. Alors, durant ce temps-là, il y aura une attraction entre les anticorps et leurs épitopes spécifiques là où se trouvent. Alors, il y aura immunoglobulines, il y aura diffusion des immunoglobulines sur la substance gélatineuse. D'où le nom, immunodiffusion sur gel. Alors, les anticorps qui sont là seront attirés par n'est-ce pas, vers leurs épitopes spécifiques des antigènes. Suppose que, après 48 heures presque, on va voir comme ça, regardez, quelque chose, n'est-ce pas, la formation d'un arc, on l'appelle de précipitation. On l'appelle arc de précipitation. Quelque chose qui est, n'est-ce pas, accumulé là. Cela indique que les anticorps dont le sérum était spécifique ont été attirés par l'antigène ou bien les épitopes de l'antigène 6. C'est-à-dire, dans le sérum, il y a ces anticorps et l'individu, ce patient lutte contre l'antigène 6, il est infecté par l'antigène 6. Comme ça, on peut savoir de quelle maladie s'agit-il et alors on peut donner un traitement convenable. Donc, regardez, immunodiffusion sur gel, c'est-à-dire diffusion des immunoglobulines sur la gélose. Ça va? Maintenant, regardez le résultat. La formation de l'arc de précipitation, regardez, c'est un arc de précipitation, désolé. C'est un arc de précipitation.
La formation de l'arc de précipitation indique que le patient est infecté par l'antigène 6. Taïeb, que veut dire ces points-là? Je veux supposer une chose. Grattez vos cheveux, s'il vous plaît. Supposez qu'il y a là un arc de précipitation, un épais arc de précipitation et un léger arc de précipitation là. Formulez une hypothèse à propos de l'apparition de ce léger arc de précipitation là, s'il vous plaît. Oui? Oui, Mohamed. Garde tes cheveux, me donne une bonne hypothèse. Bon, alors Samira veut répondre. Oui, oui, Samira, تفضلي. صرنا زمان يا سميرة مش معنا صوتك. Ouf, ok, ok, يا عمي. Quels élèves, quels savants qui se trouvent dans cette classe. Regardez, très bien, merci. Regardez, Samira dit que ce léger arc de prestation, par exemple, autour de l'antigène A1, peut indiquer qu'il y a des épitopes communs entre AG6 et AG1, qu'on appelle la réaction, bravo, croisée. Donc, peut-être que deux antigènes différents présentent des épitopes communs. Pour cela, certains anticorps vont se fixer sur AG6, la grande quantité, sûrement, oui, on suppose qu'il est infecté par AG6, et les autres vont se fixer sur AG1. Alors, il y a un épitope commun entre ces deux antigènes. Très bien. Encore, peut-être, ah, bravo les élèves, peut-être qu'il était malade avant par l'antigène A1, mais maintenant il lutte contre l'antigène 6. Bravo encore, peut-être qu'il est malade maintenant par antigène 6, c'est-à-dire depuis plus que 2 semaines, ou bien 10 jours, et commence une autre maladie à apparaître. Ahsantou. Parce qu'en général, l'épaisseur la plus grande, la plus importante épaisseur indique que c'est la maladie de laquelle ce patient souffre maintenant et, n'est-ce pas, contre laquelle son système immunitaire est dirigé maintenant. ممكن كمان bravo أحسن إنه ممكن il a été vacciné depuis quelques jours, etc. Sûrement. Ce qui m'intéresse, lorsque l'acte de précipitation est bien épais, cela indique que les anticorps, la grande concentration des anticorps dans le sérum de ce patient sont dirigés contre cet antigène. Dans ce cas, il y a l'antigène 6. Ça va les beaux élèves? Bon, j'espère que vous avez bien compris. Je souhaite que vous resterez toujours avec vos parents en très bonne santé. Prenez soin de vous-même et, n'est-ce pas, restez à la maison s'il vous plaît. Au revoir, étudiez très bien.